Cela faisait 3 mois que mon taxi me servait de chambre à coucher quand j'ai pris le client qui allait démolir ma vie avant de la reconstruire, pièce par pièce. J'étais au fond du trou, vivant dans ma voiture, perpétuellement fauché, survivant grâce au café bas de gamme des stations-service et aux quelques pourboires en espèces que je parvenais à grappiller. Et puis, il est monté. Cet homme élégamment vêtu s'est glissé sur ma banquette arrière, a croisé mon regard dans le rétroviseur, et son visage est devenu blême. « Mon Dieu !» a-t-il soufflé. « Vous êtes le portrait craché de mon frère. » Mais il a disparu il y a 25 ans. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires quelle est la coïncidence la plus folle que vous ayez jamais vécue avec un parfait inconnu. Et si les histoires de famille, de retrouvailles et du long chemin du retour vous touchent, assurez-vous de suivre cette page pour ne jamais manquer la suite. Il y a à peine 6 mois, ma vie ressemblait à une publicité de magazine. J'avais une maison dans un quartier résidentiel tranquille en périphérie de Lyon, une femme qui était toujours parfaite sur nos photos de famille, 2 enfants formidables qui m'appelaient papa, et une entreprise de paysagisme que j'avais bâtie de mes propres mains qui payait le crédit immobilier et nous assurait une vie confortable. Je n'étais pas millionnaire, mais j'avais une situation stable. J'étais celui qui subvenait aux besoins de la famille. Puis, en l'espace d'environ 2 semaines, tout a implosé. Ça a commencé avec l'entreprise. Notre plus gros client professionnel, un nouveau programme immobilier, a déposé le bilan et n'a pas pu honorer un paiement colossal. Nous ne pouvions plus payer les salaires. J'ai dû m'asseoir avec 12 hommes bons et travailleurs, des hommes qui m'avaient en fait confiance pendant des années, et leur annoncer qu'ils étaient au chômage. Ensuite, j'ai dû fermer le portail de l'entrepôt pour la dernière fois et remettre les clés à la banque. 20 ans de sueur et de terre, partis en fumée. Ma femme, Claire, a réagi à la nouvelle avec une panique prévisible. « Comment as-tu pu ne pas avoir de plan B ?» a-t-elle hurlé, sa voix résonnant dans notre cuisine spacieuse pendant qu'elle faisait les 100 pas. « Comment as-tu pu être aussi imprudent avec nos vies ?» J'ai essayé d'expliquer la situation du marché, les assurances du client, le fait simple et brutal que parfois les entreprises échouent. Mais Claire n'écoutait pas. Elle avait déjà décidé que j'étais le seul responsable de notre malheur. En 1 semaine, elle avait un avocat au téléphone, demandait le divorce et faisait ses valises et celles des enfants pour retourner vivre chez sa mère. Nos enfants, Maya, 9 ans, et Sam, 7 ans. « Je ne peux plus continuer comme ça, Léo », a-t-elle dit, sans me regarder, en pliant leurs petits vêtements dans des valises. « Je ne peux pas vivre avec cette incertitude constante. Les enfants ont besoin d'un foyer stable. Je trouverai un autre travail, ai-je plaidé. Je vais arranger ça, je te le jure. » « Quand ? Comment ? » a-t-elle rétorqué, ses mots acérés comme des poignards. « Tu as 43 ans, Léo. Tu n'as pas de diplôme universitaire et ton entreprise vient de faire faillite. Qui va te donner une chance maintenant ? » Le pire n'était pas la cruauté dans sa voix, c'était la vérité dans ses paroles. J'avais consacré toute ma vie d'adulte à une seule entreprise, à un ensemble de compétences spécifiques. Tout mon réseau professionnel était lié à une affaire qui n'existait plus. Je repartais de zéro à un âge où mes pères consultaient leur plan d'épargne retraite et planifiaient leur avenir. La banque a saisi la maison 2 mois plus tard. J'ai réussi à trouver un petit studio en ville qui empestait le tabac froid et le désespoir silencieux, mais même son loyer modique est devenu impossible à payer lorsque mes allocations chômage ont cessé. Ma recherche d'un poste de direction dans le paysagisme ou le bâtiment n'a été qu'une succession de portes closes. C'est ce qui m'a conduit au taxi. J'ai utilisé mes dernières économies pour acheter une vieille Peugeot 508 cabossée à un type qui prenait sa retraite. La peinture jaune avait viré à une teinte moutarde maladive, le compteur affichait plus de 300 000 km et le siège passager était un hommage à la solidité du gros scotch gris. C'était une épave, mais c'était à moi, et c'était un moyen de gagner de l'argent. La compagnie de taxi à laquelle je louais la licence prenait un pourcentage ahurissant de 60% sur chaque course. Ce qui restait suffisait à peine pour l'essence, les nouilles instantanées et la chambre de motel miteuse que je louais à la semaine. Quand cela aussi est devenu un luxe que je ne pouvais plus me permettre, j'ai commencé à dormir sur le siège conducteur. 3 mois de cette vie m'avaient usé jusqu'à la corde. J'utilisais les douches des aires de repos, je me brossais les dents sous la lumière crue des néons des toilettes de station-service, et j'essayais de défroisser la seule chemise propre que je gardais suspendue à l'arrière. Je voyais les jugements rapides et méprisants dans les yeux de mes passagers. J'étais devenu invisible.
un autre fantôme de la ville, un rappel ambulant et motorisé de la minceur de la glace sur laquelle nous marchons tous. Le matin où j'ai pris Nathan, j'étais debout depuis 4 heures du matin, tournant autour de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry dans l'espoir d'attraper la première vague de voyageurs d'affaires. J'avais gagné peut-être une trentaine d'euros, assez pour faire le plein et prendre un café, mais pas beaucoup plus. Ma colonne vertébrale était un câble noué après une autre nuit contorsionnée sur le siège conducteur, et une pensée sombre commençait à s'installer. Je ne pourrais pas tenir comme ça beaucoup plus longtemps. C'est alors que la radio du dispatcher a crépité. Une prise en charge à l'hôtel Bellevue en centre-ville. Destination, l'aéroport. Le Bellevue était le genre d'endroit où je descendais pour des conférences professionnelles dans mon autre vie. En garant mon tas de rouille devant le voiturier impeccable, j'ai ressenti une pointe de honte familière. Mon taxi ressemblait à un chien errant au milieu d'une lignée de pur sang. Le passager attendait sur le trottoir, tapotant sur son téléphone. Il avait la quarantaine, portait un costume qui coûtait probablement plus cher que ma voiture et tenait une mallette en cuir. Il avait cet air de confiance sans effort qui vient de ceux qui n'ont jamais eu à se demander d'où viendrait leur prochain repas. « L'aéroport » ai-je demandé, la voix rauque, alors qu'il s'installait à l'arrière. « En fait, léger changement de programme, a-t-il dit. Pourriez-vous m'emmener au 400 place Bellecour, s'il vous plaît ? Je me suis éloigné de l'hôtel, jetant un œil dans le rétroviseur pour m'insérer dans la circulation, et c'est là que j'ai vu son visage. Il me fixait, son téléphone oublié sur ses genoux, avec une expression de choc pur et total. Où était-ce de la reconnaissance ? Tout va bien derrière ? ai-je demandé. Il n'a pas répondu pendant un long moment, continuant simplement de me fixer comme s'il avait vu un fantôme. Finalement, il s'est penché en avant, sa voix à peine un murmure. « Je suis désolé, ça va paraître incroyablement étrange, mais... »« Comment vous appelez-vous ? » ?»« Léo, » ai-je dit, en essayant de rester concentré sur la route. « Juste Léo. »« Juste Léo ? Pas de nom de famille ?» J'ai risqué un autre regard dans le miroir. Son visage était cireux. « Écoutez, si ça vous met mal à l'aise, je peux m'arrêter et vous pourrez prendre un autre taxi. »« Non, non, ce n'est pas ça, » a-t-il dit rapidement. « C'est juste que vous ressemblez trait pour trait à quelqu'un que j'ai connu. La ressemblance elle est troublante. » J'avais déjà entendu ça. Les gens disaient parfois que j'avais un visage familier, que je leur rappelais un oncle ou un ancien collègue. Je suppose que j'ai juste une de ces têtes passe-partout. « Oui, on me le dit parfois. »« Quel est votre nom de famille ?» a-t-il insisté, son intensité me déconcertant. « Je n'en ai pas. Je ne le connais pas. » Les mots m'ont juste échappé. D'habitude, j'évitais ce sujet, mais quelque chose dans son regard m'a poussé à être honnête. « Vous ne connaissez pas votre propre nom de famille ?» Je me suis arrêté à un feu rouge et je me suis enfin tourné sur mon siège pour lui faire face. J'ai eu un accident il y a environ 25 ans, un grave traumatisme crânien. J'ai perdu la plupart de mes souvenirs d'avant ce jour. Le personnel de l'hôpital m'a appelé Monsieur X, mais j'ai choisi le prénom Léo pour moi-même quand je suis sorti. J'aimais bien. Il me dévisageait, les yeux écarquillés, comme si une deuxième tête venait de me pousser. « Il y a 25 ans, quel âge aviez-vous ? » Les médecins ont estimé que j'avais environ 18 ans. Pourquoi toutes ces questions ? Le feu est passé au vert, mais je n'ai pas bougé. Une voiture derrière moi a klaxonné. « Mon frère, » a-t-il dit, sa voix basse et tremblante. « Mon jeune frère. Il a disparu il y a 25 ans. Il avait 18 ans. Et vous ? » Il a secoué la tête, cherchant ses mots. « Vous lui ressemblez exactement, comme il serait aujourd'hui. » J'ai fait avancer la voiture à travers le carrefour, mes propres mains commençant à trembler sur le volant. C'est une sacrée coïncidence. Vraiment ? Il s'est penché encore plus près. « De quoi vous souvenez-vous de votre accident ? » Presque rien. On m'a trouvé sur le bord d'une autoroute, à environ 80 km de la ville. Pas de portefeuille, pas de papier d'identité. Personne n'a jamais signalé une disparition qui correspondait à ma description. Les flics ont juste supposé que j'étais un fugueur qui faisait de l'autostop. Le traumatisme a tout effacé.
À 80 kilomètres de la ville, a-t-il répété, les mots suspendus dans l'air. C'est le même tronçon d'autoroute où mon frère se trouvait quand il a disparu. Je ne pouvais plus respirer. J'ai garé le taxi sur le côté de la route, enclenchant brutalement le levier de vitesse en position parc. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. « Écoutez, monsieur Valois, Nathan Valois. Monsieur Valois, je pense que vous devez vous tromper. Je veux dire, les probabilités que ce soit vrai sont astronomiques. Mon frère s'appelait Léo, a-t-il dit doucement. Les mots m'ont frappé avec la force d'un coup de poing. Je me suis retourné sur mon siège pour lui faire face complètement. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Mon frère, il s'appelait Léo Valois. Il avait 18 ans quand il a disparu. Et vous ? Il a cherché son téléphone, ses mains tremblant autant que les miennes. Il a fait défiler frénétiquement ses photos. Vous ressemblez exactement à notre père à votre âge. Il a tourné l'écran vers moi. C'était un vieux portrait de famille, légèrement délavé. Un homme et une femme souriants, flanqués de 2 garçons. L'un semblait avoir une petite vingtaine d'années, l'autre était adolescent. Le plus jeune avait mes yeux, ma mâchoire, mon sourire. C'était comme regarder une photo de moi-même d'une autre vie. « C'est impossible », ai-je murmuré, ma voix se brisant. « Vraiment ?» La voix de Nathan était douce maintenant, empreinte d'un espoir fragile. « Pourquoi pensez-vous avoir choisi ce prénom, Léo ? Ne pensez-vous pas qu'il est possible qu'une partie profonde et oubliée de vous se soit souvenue que c'était votre vrai prénom ? » J'ai fixé l'image sur le téléphone jusqu'à ce que les visages se brouillent à travers mes larmes. La ressemblance était indéniable, mais mon esprit était un vortex de confusion et de déni. « Ça n'a aucun sens », ai-je balbutié. « Si j'avais une famille, quelqu'un n'aurait-il pas signalé ma disparition ? Quelqu'un ne serait-il pas venu me chercher ? Nous l'avons fait, a dit Nathan, sa propre voix chargée d'émotion. Mon Dieu, Léo, nous n'avons jamais cessé de te chercher. La police, les détectives privés, les battus. Nous avons dépensé une fortune. Nous avons passé des années à essayer de te retrouver. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Je suis resté des mois dans un hôpital. Ma photo était dans les journaux locaux. Le visage de Nathan s'est assombri. Une ombre de douleur ancienne a traversé ses traits. Tu as été retrouvé à 80 kilomètres de la ville. C'est un autre département, une autre juridiction de gendarmerie, d'autres journaux. Il a fait une pause, et les mots suivants sont sortis, lourds de chagrin. Et nos parents sont morts dans un accident de voiture 6 mois après ta disparition. Le poids de tout cela s'est abattu sur moi. Vos parents, ils sont morts ? Nos parents, m'a-t-il corrigé, sa voix douce mais ferme. Et oui. Il rentrait d'un rendez-vous avec un énième détective privé. Ils n'ont jamais perdu espoir. J'ai senti quelque chose se briser au plus profond de ma poitrine. Pendant toutes ces années, j'avais entretenu un fantasme vague et abstrait d'une famille. J'avais imaginé des parents qui pensaient peut-être encore à moi, des frères et sœurs à qui leurs frères manquaient peut-être. Il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'ils pouvaient être partis. Je suis tellement désolé. Ne le sois pas. Rien de tout cela n'est de ta faute. Nathan se pencha de nouveau, ses yeux se fixant sur les miens. Léo, te souviens-tu de quelque chose, n'importe quoi, d'avant l'accident ? J'ai fermé les yeux, essayant de sonder le vide noir de mon passé. Il y a des rêves parfois, juste des fragments. La voix d'une femme qui chante une berceuse, l'odeur de brioche à la cannelle en train de cuire, un chien, un gros golden retriever maladroit, peut-être. Mais les médecins ont toujours dit que ça pouvait être mon cerveau qui fabriquait des souvenirs pour combler le vide. Maman chantait toujours quand elle cuisinait, a dit Nathan, la voix étranglée. Et nous avions un golden retriever nommé Rusty. Tu adorais ce chien. Une lueur, la sensation d'une fourrure chaude sous ma main, une truffe humide qui me bouscule le visage, l'écho lointain d'aboiements joyeux. C'était là pendant 1 seconde, un fantôme de souvenir. Puis ça a disparu. Peut-être ? Je ne sais pas. Et ça ? Nathan a sorti son portefeuille et en a soigneusement extrait une autre photo, celle-ci usée et pliée sur les bords. Elle montrait 2 garçons, clairement des frères, construisant un bonhomme de neige de travers dans un jardin. Ils souriaient, tous les 2, à pleines dents. Noël 1998, tu avais 17 ans.
J'ai étudié le visage du plus jeune garçon. Son sourire était familier, mais de la manière abstraite dont votre propre reflet est familier. Vous le reconnaissez comme étant vous, mais la connexion semble étrangement distante. « Je veux te croire », ai-je dit, la voix étranglée. « Mais et si tout ça n'était qu'une folle coïncidence? Et si tu te trompais? Alors on en aura le cœur net ?» a-t-il dit avec une résolution soudaine. « Un test ADN. Ça prendra quelques jours, mais ça nous donnera une réponse définitive. » J'ai regardé cet homme, cet inconnu qui m'offrait non seulement un passé, mais une identité, et j'ai ressenti une sensation que je ne m'étais pas autorisé à ressentir depuis très longtemps. L'espoir. C'était exaltant et terrifiant. Une pensée m'a frappé. Pourquoi preniez-vous un taxi d'ailleurs? Vous avez l'air d'avoir les moyens d'avoir une voiture avec chauffeur. Nathan a esquissé un petit sourire ironique, le premier que je voyais, et il ressemblait tellement au mien. Ma voiture est au garage pour une révision. J'essayais de commander un VTC, mais l'application plantait, alors j'ai juste appelé un taxi. Si je ne l'avais pas fait... Il s'est interrompu, secouant la tête avec incrédulité. 25 ans de recherche, et je te retrouve à cause d'une application de téléphone défectueuse. Si vous m'avez retrouvé, ai-je corrigé doucement. Nous ne sommes encore sûrs de rien. Non, a-t-il convenu, ses yeux brillants. Mais Léo, j'espère vraiment, vraiment que si. J'ai jeté un coup d'œil au compteur qui tournait depuis tout ce temps. Votre course va être astronomique si on reste assis là. Je me fiche complètement de la course, a dit Nathan. Je peux te poser une autre question? Bien sûr. Est-ce que ça va? Je veux dire, avec ton travail, ta situation de logement, tout ça? Une bouffée de honte m'est montée au cou. Je suis entre deux logements en ce moment. Le boulot de taxi, c'est juste temporaire. L'expression de Nathan s'est adoucie, mêlée d'une horreur et d'une compassion naissante. Tu es sans abri. Ce n'était pas une question, je n'avais pas l'énergie de le nier. Ce n'est pas pour toujours. Je suis en train de trouver des solutions. Mon Dieu, Léo, depuis combien de temps? Environ 3 mois. J'ai redressé les épaules. Écoutez, je n'ai pas besoin de votre charité. Ce n'est pas de la charité si tu es mon frère, a-t-il dit, la voix ferme. Et même si tu ne l'es pas, personne ne devrait avoir à vivre dans sa voiture. Je voulais protester, m'accrocher au dernier lambeau de ma fierté, mais j'étais si fatigué, si profondément fatigué de faire semblant d'avoir tout sous contrôle, de faire comme si dormir dans un taxi était une sorte de choix stratégique, et non le dernier arrêt avant le désespoir total. « Que voulez-vous faire ?» ai-je demandé, capitulant enfin. « D'abord, on va faire ce test ADN. Ensuite, peu importe les résultats, on te trouve un endroit sûr où loger pendant qu'on démêle tout ça. Je n'ai pas les moyens de... »« Moi, si, a dit simplement Nathan. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. » J'ai regardé cet homme, cet étranger qui était peut-être mon frère, qui m'offrait une bouée de sauvetage tissée d'espoir et de gentillesse, et j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie pour toujours. « D'accord, ai-je dit. Allons découvrir qui je suis vraiment. » Cette nuit-là, Nathan a insisté pour me prendre une chambre d'hôtel. Ce n'était pas le Bellevue, juste un endroit propre et calme avec un vrai lit qui ne m'obligeait pas à me plier en deux. Je n'avais pas dormi dans un vrai matelas depuis ce qui me semblait une éternité, et quand je me suis réveillé le lendemain matin, je me sentais plus humain que je ne l'avais été depuis des lustres. Il est venu me chercher dans une voiture de location et nous avons roulé en quasi-silence jusqu'à un laboratoire privé spécialisé dans les tests ADN. La procédure elle-même a été rapide et clinique, un simple frottis buccal, quelques formulaires à signer, mais le poids de ce que tout cela signifiait semblait immense. Les résultats seront prêts dans 3 à 5 jours ouvrés, nous a dit la technicienne avec bonne humeur en nous tendant un reçu. Et maintenant, ai-je demandé alors que nous retournions à la voiture. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On commence à creuser, a répondu Nathan. J'ai tout gardé. Chaque rapport de police, chaque coupure de presse, chaque dossier des détectives privés. Peut-être que voir tout ça te rappellera quelque chose. L'appartement de Nathan était un loft magnifique, dans un entrepôt reconverti du quartier de la Confluence, avec des murs en briques apparentes, des plafonds vertigineux et une vue qui criait la réussite. C'était à des années-lumière du petit studio triste que j'avais perdu, et à une galaxie entière de l'espace exigu de mon taxi. « Tu as bien réussi dans la vie », ai-je commenté, en admirant le tout.
J'ai eu de la chance, surtout. J'ai monté une boîte de logiciels juste après mes études. Je l'ai vendue il y a quelques années. L'héritage a aidé, bien sûr. Mais Léo, si tu es bien celui que je pense, alors la moitié de tout ce que nos parents ont laissé t'appartient légalement. Ils nous ont légué leur patrimoine à parts égales. Je ne veux pas de ton argent, ai-je dit immédiatement. Ce n'est pas mon argent, a-t-il corrigé. C'est notre argent. Nos parents ont travaillé toute leur vie pour construire un avenir pour leur fils, pour les deux. Il m'a conduit dans une pièce d'amis qui lui servait de bureau. Dans un coin se trouvait un lourd classeur métallique gris à 4 tiroirs. Ça, a-t-il dit en tapotant son flanc en métal, c'est la recherche pour te retrouver. Il a soupiré. Où c'était? J'ai officiellement arrêté de chercher il y a environ 5 ans. Les mots m'ont pris par surprise. Tu as arrêté? Nathan s'est lourdement affalé sur sa chaise de bureau. Il le fallait. Ça me rongeait de l'intérieur. 20 ans à suivre des pistes qui ne menaient nulle part, à vérifier de fausses apparitions, à me faire de faux espoirs pour ensuite être anéanti. Mes relations s'effondraient parce que j'étais obsédé par la recherche d'un fantôme. Mon travail en souffrait. Mon psy a fini par me convaincre que je devais accepter que tu étais probablement parti pour de bon, que les recherches m'empêchaient de vivre ma propre vie. Il a ouvert le tiroir du haut, révélant un système méticuleux de dossiers avec des onglets, rapports de police, dossiers D, P, signalements, hôpitaux. J'ai essayé, Léo, mon Dieu, j'ai essayé. J'ai verrouillé ce classeur et j'ai juré de ne plus l'ouvrir. J'ai essayé de construire une vie qui ne tournait pas autour de ta disparition. Qu'est-ce qui a changé? Nathan a levé les yeux vers moi, son expression un mélange complexe de culpabilité et d'espoir. Rien. Rien n'a changé, c'est ça le truc. C'est pour ça que, quand je t'ai vu dans ce taxi, quand tu as dit que tu t'appelais Léo, j'ai eu l'impression que l'univers me frappait à la tête, me disant que j'avais eu raison de ne jamais vraiment abandonner. Même quand je ne cherchais pas activement, une partie de moi a toujours su que tu étais encore là, quelque part. Nous sommes restés en silence un moment, le poids de sa vigile de 25 ans remplissant la pièce. Que s'est-il passé? Ai-je demandé doucement, le jour où j'ai disparu. Toi et papa, vous vous êtes disputés violemment. Je ne me souviens même plus pourquoi maintenant. Une broutille, comme la plupart des disputes d'adolescents. Tu es sorti de la maison en claquant la porte, en criant que tu allais marcher jusqu'à chez ton ami Marc, à l'autre bout de la ville. C'est la dernière fois que l'un de nous t'a vu. Je marchais. Sur les premiers kilomètres, oui, une voisine t'a vu monter dans une voiture, une vieille berline bleue. Elle n'a pas pu voir le conducteur ni déchiffrer la plaque d'immatriculation, mais elle était certaine que c'était toi. Donc quelqu'un m'a pris en voiture. Ça a toujours été la théorie principale. La police a vérifié tous les délinquants connus dans un rayon de 150 km. Ils ont interrogé tous tes amis, tout le monde au lycée. Ils n'ont absolument rien trouvé. Il a déroulé une grande carte d'un des dossiers, sa surface parsemée de dizaines d'épingles rouges. Ce sont tous les endroits où nous avons cherché. Chaque bâtiment abandonné, chaque foyer pour sans-abri, chaque hôpital, chaque morgue. Nous avons contacté les services de police de 6 régions différentes. Nous avons mis ta photo sur certains des premiers sites web de personnes disparues, bien avant que les réseaux sociaux n'existent. J'ai suivi les lignes sur la carte avec mon doigt, essayant d'imaginer Nathan, à peine adulte lui-même, essayant d'orchestrer cette recherche massive tout en faisant le deuil de la perte soudaine de ses parents. Ça a dû envahir toute ta vie. C'est le cas, a-t-il admis. J'ai failli rater mes études, mais je ne pouvais pas laisser tomber, pas quand je savais que tu étais là quelque part. Mes yeux se sont posés sur une coupure de journal jauni. Un adolescent local retrouvé après un accident sur l'autoroute. La date correspondait à la chronologie de mon propre accident. C'est toi. Ou nous avons toujours pensé que c'était toi. Regarde l'endroit. J'ai lu le court article. Un homme non identifié, âgé d'environ 18 ans, a été retrouvé inconscient au bord de l'autoroute A7, à environ 80 km à l'est de la ville. Il souffre d'un grave traumatisme crânien et n'a aucune pièce d'identité. C'était mon histoire, exactement comme on me l'avait raconté. Mais pourquoi personne n'a fait le lien avec ton frère disparu? La mâchoire de Nathan s'est crispée. Parce que les gendarmes de ce département n'ont jamais communiqué avec la police de notre ville.
Parce que tu étais un monsieur X et nous cherchions Léo Valois. Et le temps que mon enquêteur trouve cet article, des années avaient passé. Des années? 5 ans. À ce moment-là, monsieur X avait quitté l'hôpital. La piste était froide. Pas d'adresse de suivi, pas de numéro de sécurité sociale qu'il pouvait tracer. Tu avais de nouveau disparu. Je me suis effondré sur une chaise voisine, le souffle coupé. Donc tu savais que c'était une possibilité depuis 20 ans? Je connaissais l'existence de ce monsieur X spécifique depuis 20 ans, oui. Mais Léo, il y a eu des dizaines de monsieur X, des dizaines de peut-être. J'ai suivi chacune de ces pistes. La plupart étaient des impasses. Qu'est-ce qui rendait celle-ci différente? Nathan a attrapé un autre dossier et en a sorti un fichier épais. Le détective a réussi à obtenir une copie du rapport d'admission de l'hôpital. Les blessures correspondaient à une éjection d'un véhicule en mouvement. Mais il y avait autre chose. Il m'a tendu une photocopie d'un dossier médical. La plupart étaient du charabia de médecins illisibles, mais une phrase était entourée en rouge. Le patient présente une cicatrice distincte sur l'omoplate gauche, en forme de croissant, d'environ 5 cm de long. J'ai instinctivement passé la main par-dessus mon épaule, mes doigts trouvant la crête de peau familière que j'avais depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. « Je connais cette cicatrice », ai-je dit. « C'est moi qui te l'ai faite », a dit Nathan, la voix épaisse. « Tu avais 4 ans. Je t'ai poussé de ton tricycle. Tu as atterri sur le bord de l'allée en béton. Ça a saigné comme pas possible. Maman a toujours dit qu'en guérissant, elle avait pris la forme d'un petit croissant de lune. La pièce a commencé à tanguer. L'hôtel, le taxi, les 25 dernières années de ma vie tourbillonnaient autour de moi. J'ai arraché ma chemise et lui ai tourné le dos. « C'est ça ?» Je l'ai entendu halter. Un son sec et étranglé. « Oh mon Dieu, Léo, c'est ça. C'est exactement ça. » J'ai lentement remis ma chemise, mes mains tremblant de manière incontrôlable. « On n'a pas besoin d'attendre les résultats ADN, n'est-ce pas ?»« Non !» a dit Nathan, sa voix se brisant alors qu'il comblait enfin la distance entre nous et m'enlaçait dans une étreinte féroce et désespérée. « Non, tu es à la maison, tu es mon frère. » Les résultats ADN sont arrivés 3 jours plus tard, une simple formalité à ce stade. Probabilité de 99,98% d'une relation de fratrie complète. J'étais Léo Valois. Le garçon qui avait disparu sous la pluie il y a 25 ans était assis dans l'appartement de son frère. « Je dois savoir ce qui s'est passé », ai-je dit, fixant le rapport officiel sur la table basse. Nathan avait déjà passé l'appel. J'ai engagé une nouvelle enquêtrice, une commissaire à la retraite nommée Rivière. Elle est spécialisée dans les affaires non élucidées. S'il y a des réponses, elle les trouvera. Il a fallu 2 semaines à la commissaire Rivière. 2 semaines pour démêler un mystère vieux de 25 ans. « J'ai retrouvé le chauffeur », nous a-t-elle annoncé, sa voix calme et professionnelle alors que nous étions assis dans son petit bureau encombré. Il s'appelait Karl Breton. Il est décédé il y a 3 ans d'un cancer. Mais avant de mourir, il a tout avoué à son fils. Nathan et moi sommes restés assis dans un silence stupéfait pendant qu'elle nous expliquait tout. Breton rentrait chez lui ivre cette nuit-là. Il m'a vu marcher sur le bas-côté de l'autoroute et m'a proposé de me déposer. Voulant me mettre à l'abri du froid, je suis monté. Une 30aine de kilomètres plus loin, il a perdu le contrôle. « L'accident », ai-je murmuré. « Oui », a-t-elle confirmé. Sa voiture est sortie de la route et a fait plusieurs tonneaux. Il a été éjecté, s'en sortant avec quelques contusions. Vous ? Elle a marqué une pause, son expression s'adoucissant. N'avez pas eu cette chance. Vous étiez inconscient, saignant abondamment. Il a paniqué. Il m'a juste laissé là, a dit Nathan, sa voix plate et froide. Il vous a laissé là, a affirmé Rivière. Il est rentré chez lui dans sa voiture endommagée et le lendemain, il l'a déclaré volée. Le temps que la gendarmerie trouve l'épave, vous aviez déjà été trouvé par un camionneur de passage et étiez en route pour l'hôpital. Et il n'a jamais dit un mot ? Pas pendant 25 ans. Mais la culpabilité est un lourd fardeau. Sur son lit de mort, il a raconté toute l'histoire à son fils. Le fils vit avec ce secret depuis 3 ans. Quand je l'ai retrouvé, il était presque soulagé de pouvoir enfin en parler à quelqu'un. J'ai ressenti un étrange mélange d'émotions creuses, une colère brûlante contre l'homme qui m'avait laissé pour mort, mais aussi un profond soulagement.
Le grand point d'interrogation noir qui avait défini mon existence avait enfin disparu. Après avoir quitté son bureau, nous avons roulé en silence pendant un long moment. Finalement, Nathan s'est garé sur le parking d'un petit parc. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé. « Vide », ai-je dit honnêtement. Je pensais que connaître la vérité serait comme, je ne sais pas, une victoire, mais c'est juste triste. 25 ans de ma vie, de ta vie, de la vie de nos parents. Tout a déraillé parce qu'un ivrogne a été trop lâche pour passer un coup de fil. Ouais. Il a regardé l'air de jeu, les balançoires se balançant dans la brise. Léo, et si tu ne retrouvais jamais la mémoire? Alors on s'en créera de nouveau, ai-je dit, surpris par ma propre conviction. Tu es mon frère. Cette partie ne change pas, que je me souvienne de notre enfance ou non. J'ai été sans abri, j'ai vécu dans un taxi. Mon permis de conduire n'a même pas de vrai nom de famille. Alors on arrange ça, a-t-il dit simplement. Tout. On te trouve un vrai appartement. On va au tribunal pour faire changer légalement ton nom. On trouve ce que tu veux faire du reste de ta vie. Je ne veux pas de ta charité, Nathan. Ce n'est pas de la charité, a-t-il dit, la voix ferme. C'est la famille. C'est ce que maman et papa auraient en voulu. C'est ce que je veux. J'ai regardé cet homme qui avait passé la moitié de sa vie à me chercher, qui avait refusé de perdre espoir. Et si je ne suis pas le frère dont tu te souviens? Et si je suis trop brisé? Alors tu es toujours mon frère, a-t-il dit. Juste une version différente de celle à laquelle je m'attendais. Plus tard dans la nuit, allongé éveillé dans la chambre d'hôtel que Nathan payait toujours, j'ai réfléchi à qui j'étais. Pendant 25 ans, j'avais été un homme sans histoire. Maintenant, je devais trouver comment être un homme avec un avenir. Quelques jours après la confirmation ADN, Nathan et moi étions dans son salon, entourés de boîtes de plats à emporter. La conversation devenait plus facile, mais il y avait toujours un gouffre de 25 ans entre nous. « Je peux te demander quelque chose ?» a-t-il dit en posant ses baguettes. C'était comment? Se réveiller à 18 ans sans nom, sans mémoire, sans rien. Je me suis adossé, cherchant les mots. « Terrifiant !» ai-je dit. L'assistante sociale de l'hôpital ne savait pas quoi faire de moi. J'étais dans une zone grise, peut-être mineur, peut-être adulte. Le système était débordé. Ils m'ont aidé à obtenir un numéro de sécurité sociale et à passer le bac en candidat libre, puis ils m'ont en gros souhaité bonne chance. Mon Dieu, tu n'étais qu'un gamin avec un cerveau en vrac et pas de passé. J'ai d'abord pris des boulots au noir, du travail manuel sur des chantiers. J'ai vécu dans une série de pensions miteuses, mais j'étais un travailleur acharné et j'avais le coup de main. Je suis passé d'ouvrier à chef de chantier et finalement, je gérais des projets pour une entreprise de taille correcte. J'étais fiable et j'avais faim. C'est là que j'ai décidé de lancer ma propre entreprise de paysagisme. Rien d'énorme, juste pour les particuliers. Ça a grandi lentement, par le bouche à oreille. C'est incroyable de monter une entreprise à partir de rien. Ça a aidé que je ne connaisse rien d'autre, ai-je dit avec un demi-sourire. J'ai rencontré Claire quand je refaisais les aménagements paysagers de sa résidence. Elle était institutrice, elle était stable et gentille, et elle n'a jamais insisté pour avoir des détails sur mon passé, ce qui était un soulagement. Quand vous êtes-vous mariés? J'avais 33 ans. On a eu Maya 2 ans plus tard, et puis Sam est arrivé. Ma voix s'est étranglée. Ils sont tout mon monde, Nathan. Maya a ce rire incroyable, et Sam collectionne les cailloux. Ses poches en sont toujours pleines. Il pense que ce sont des trésors. L'expression de Nathan était pleine de compassion. Tu arrives à les voir? Un week-end sur 2, quand j'arrivais à réunir l'argent pour l'essence. Claire a emménagé chez sa mère à 1 heure de route. Les enfants ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi papa vit dans une voiture maintenant, pourquoi je ne peux pas les emmener manger une glace. Je me suis frotté le visage avec les mains. Maya m'a demandé le mois dernier si j'étais malade parce que j'avais l'air si fatigué. Comment expliques-tu à une fillette de 9 ans que ta vie s'est complètement effondrée? Tu n'as plus à vivre comme ça, a dit doucement Nathan. On peut arranger ça. Je sais, c'est juste... c'est difficile de me permettre d'y croire. Pendant 25 ans, j'ai été Léo personne. Le type sans histoire, sans famille, sans filet de sécurité. Quand tout a mal tourné, il n'y avait personne à appeler. Tu n'es plus seul maintenant, a dit fermement Nathan. Et tes enfants, Maya et Sam, ce sont ma nièce et mon neveu. C'est notre famille. La pensée m'a frappé avec une force surprenante. Je n'y avais même pas pensé. Eh bien, tu ferais mieux de commencer.
a-t-il dit, lisant mon expression, parce que je veux les rencontrer. Je veux être l'oncle qui les gâte pourris. Pour la première fois depuis très très longtemps, j'ai ressenti une lueur de véritable espoir pour l'avenir de mes enfants. 2 semaines plus tard, je me tenais sur le parking d'un restaurant familial, regardant mon frère faire les 100 pas nerveusement près de sa voiture de location. « Tu es plus stressé maintenant qu'en attendant les résultats ADN », l'ai-je taquiné. « Je n'ai jamais été oncle avant », a-t-il dit, lissant sa chemise pour la 10e fois. « Et s'ils me détestent ? Ils ont 7 et 9 ans, Nathan. Ce n'est pas une commission de libération conditionnelle. Sois juste toi-même. » Puis, le monospace de Claire est arrivé, et j'ai ressenti cette douleur familière d'amour et de perte. Maya est sortie de la voiture la première, ses cheveux noirs volant au vent, et a couru droit dans mes bras. « Papa !» Je l'ai soulevée, enfouissant mon visage dans ses cheveux. « Salut, ma puce. Tu m'as manqué. » Sam a suivi plus lentement, serrant une nouvelle collection de cailloux. « Papa, c'est qui ?» Je me suis agenouillé. « Maya, Sam, voici quelqu'un de très important. C'est votre oncle Nathan. » Les yeux de Maya se sont écarquillés. « On a un oncle ? Maintenant, oui, » a dit Nathan en s'accroupissant à leur niveau. « J'attends de vous rencontrer depuis très, très longtemps. Papa a dit qu'on n'avait pas de famille, » a dit Sam, étudiant Nathan avec une curiosité intense. « Eh bien, parfois la famille a une drôle de façon de vous retrouver, » a dit doucement Nathan. « Qu'est-ce que tu as là ?» Sam a fièrement ouvert sa paume, et bientôt lui et Nathan étaient plongés dans une discussion très sérieuse sur la géologie. J'ai croisé le regard de Claire. Elle a regardé Nathan, qui montrait maintenant quelque chose à Maya sur son téléphone, et un petit sourire sincère a effleuré ses lèvres. « Il a l'air formidable », a-t-elle dit. « Comme je te l'ai dit, ai-je commencé, le patrimoine de nos parents, Nathan insiste pour le partager. Je peux subvenir aux besoins des enfants maintenant, Claire. Un vrai soutien. Je veux redevenir un père pour eux. Je le veux aussi, a-t-elle dit, et le soulagement dans sa voix était palpable. Ça me tuait de te voir te débattre comme ça. Ça leur faisait peur. Elle a regardé Sam courir vers Nathan, tirant sur sa manche. Maintenant, ils peuvent retrouver leur père, et un oncle qui les adore déjà clairement. « Papa !» a crié Sam. « Tonton Nathan a une maison avec une piscine. On peut y aller ?» J'ai regardé Claire qui a hoché la tête, son sourire s'élargissant. « Je pense, » a-t-elle dit en ébouriffant les cheveux de Sam, « que tonton Nathan va vous gâter pourris tous les deux. »« C'est le plan !» a crié Nathan, hissant Maya sur ses épaules. « J'ai 25 ans de tontonnage à rattraper. 6 mois plus tard, je préparais du café dans la cuisine de mon propre appartement. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre, lumineux, et mon nom était sur le bail. Nathan était passé pour notre petit déjeuner du samedi, devenu une tradition. Les souvenirs n'étaient pas revenus en un flot spectaculaire. Ils venaient par bribes, un flash de mémoire au son du rire de Nathan, un vague sentiment de familiarité lorsque nous avons visité les tombes de nos parents, de petits échos d'une vie que j'avais presque oubliée. « J'ai des nouvelles, » a dit Nathan. L'indemnisation de l'assurance est arrivée. Nous avions intenté une action civile contre la succession de Karl Breton. Son assurance avait accepté un règlement qui couvrirait mes frais médicaux initiaux et fournirait une compensation pour les années perdues. C'était suffisant pour vraiment repartir à zéro. J'ai réfléchi, lui ai-je dit. Je ne veux pas retourner dans le paysagisme. Je veux reprendre mes études, obtenir un diplôme. En quoi ? Travail social peut-être, ou psychologie. Je n'arrête pas de penser à toutes les personnes que j'ai rencontrées dehors, celles qui sont passées à travers les mailles du filet, tout comme moi. Peut-être que je peux aider. « Tu serais bon à ça », a-t-il dit. « Tu comprends. Tu sais ce que c'est que de tout perdre et de le retrouver », ai-je ajouté. Plus tard dans la journée, j'ai conduit mon vieux taxi. Je l'avais gardé, par sentimentalisme, jusqu'au cimetière où nos parents étaient enterrés. Je me suis assis sur l'herbe entre leurs pierres tombales. « Je prépare mon diplôme », leur ai-je dit. Nathan pense que je suis fou de recommencer à 43 ans, mais ça me semble juste. Le vent a murmuré à travers les arbres, et pendant une seconde, j'ai presque pu entendre la voix de ma mère de mes rêves, me disant qu'elle était fière. « Je vais m'en sortir », leur ai-je dit. Tous les deux. Tu m'as retrouvé, Nathan, et je me suis retrouvé moi-même. En rentrant chez moi, j'ai pensé à l'enchaînement impossible d'événements qui m'avaient conduit ici.
une application défectueuse, une course en taxi, un visage dans un miroir. Mon téléphone a vibré, un SMS de Nathan. Dîner demain? Je fais les spaghettis de maman. Attention, je ne suis pas aussi doué qu'elle. J'ai répondu par SMS. J'apporterai le dessert. Sa réponse est venue instantanément. Merci d'être revenu. Je me suis garé sur ma place de parking. J'ai levé les yeux vers la lumière qui brillait à la fenêtre de mon appartement, ma maison, et j'ai ressenti un sentiment d'appartenance qui m'avait manqué pendant 25 ans. J'étais le frère de quelqu'un, j'étais le fils de quelqu'un, j'avais une famille. Le chauffeur de taxi sans abri avait disparu. À sa place se trouvait Léo Valois, un homme avec un passé qu'il redécouvrait, un avenir qu'il construisait et un frère qui avait prouvé que certains liens ne peuvent jamais être brisés. C'est une histoire puissante sur l'espoir et les liens qui nous unissent. Quelle est la seule chose ou personne dans votre vie que vous ne cesseriez jamais de chercher? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de résilience et de famille a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour plus d'histoires émouvantes sur le chemin du retour. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier à voir notre prochaine vidéo. Fin de l'histoire.